La 16e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'ouvre ce lundi à Cancun. Un rendez-vous pour faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique et trouver notamment le moyen d'éviter une hausse de la température de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Mais un an après l'échec retentissant de Copenhague, le ton a bien changé. Fini les roulements de tambour, les grandes promesses. Les leaders de la planète ont d'ailleurs décidé de ne pas participer à cette grande messe climatique. Le mot d'ordre cette fois, la discrétion pour peut-être un meilleur résultat. Nous verrons cela. Mais ce matin, nous nous posons donc plusieurs questions. Où en sont donc les négociations internationales sur le climat? Que peut-on attendre de ce nouveau sommet? Nous tentons de répondre à toutes ces questions ce matin avec tout d'abord notre invité. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de WWF. Merci, directeur général. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également en ligne avec notre correspondante, notre envoyée spéciale à Cancun, Laurence Cuvillier. Bonjour. Bonjour Laurence. Tout d'abord, une première question. Je me tourne vers vous. Plus de 190 pays sont présents à Cancun pour plancher donc sur la lutte contre le réchauffement climatique. Un représentant de WWF est d'ailleurs présent. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Vous savez, Kennedy disait « Pas un des problèmes de l'humanité n'est hors de portée des êtres humains ». Voilà, nous attendons de ce sommet des avancées parce que contrer le réchauffement climatique, qu'il faut plutôt appeler le péril climatique, et éradiquer la pauvreté sont les enjeux de notre siècle. Voilà ce que nous attendons de Cancun. Copenhague n'a pas été un échec. Copenhague a été un échec sur les résultats, mais sur le plan de la conscientisation du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, ce fut une véritable avancée. Mais maintenant, il nous faut des résultats concrets entre pays. C'est difficile de négocier à 194 pays. Vous savez, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de discuter sur un accord nucléaire que sur un accord sur le climat. À 194, les Nations Unies, ça n'a un peu plus d'un demi-siècle. Et nous avons encore des progrès à faire dans le... Mais vous êtes plutôt optimiste ce matin. Vous savez, je ne suis ni résistant, ni optimiste, ni pessimiste. Nous sommes résistants. Alors, je suis directeur d'une organisation non gouvernementale, mais je suis un citoyen de ce monde, un père de famille. Donc, pourquoi voir le monde avec la fatalité du désespoir? On va en tout cas revenir sur les enjeux de ce sommet et puis on va faire également le bilan sur le sommet de Copenhague dans un instant. Ce grand rendez-vous qui a donc lieu à Cancun, au Mexique, un pays qui avait souvent par le passé servi d'exemple à ne pas suivre en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Mexico était connu pour être la ville la plus polluée du monde. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, les choses ont bel et bien changé. On respire mieux dans la capitale. Comment la ville est-elle donc arrivée à redresser la barre? Élément de réponse avec ce reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. Voici à quoi ressemble une grande avenue de Mexico un lundi comme les autres, et voici la même un dimanche. Depuis 3 ans, un jour par semaine, plus de voitures dans les quartiers du centre, à la place une ambiance détente et sport en famille. Alors voici le nouveau visage du centre-ville de Mexico le dimanche, 24 km de voies exclusivement réservées aux vélos et aux piétons, l'occasion pour la ville de prendre une grande respiration. Et pourtant, souvenez-vous, Mexico avait la réputation d'être la ville la plus polluée du monde dans les années 90. J'aimerais que ce soit comme ça tous les jours, pas seulement le dimanche. Aujourd'hui, c'est toujours un monstre de 22 millions d'habitants dans une cuvette à 2200 mètres d'altitude. Ici, le vent ne peut pas venir assainir l'atmosphère et sur les grands axes, pas un jour sans embouteillage à perte de vue. Mais les autorités se sont retroussées les manches. Stations de prêt de vélos, couloirs réservés aux métrobus, nouvelles lignes de métro, des transports en commun aujourd'hui victimes de leur succès. C'est toujours comme ça, plein à craquer. Il y a quelques jours, 2 amis de longue date se sont retrouvés pour un sommet sur l'urbanisme. Bertrand Delanoë et Marcelo Ebrard, le maire de la capitale mexicaine. Il n'a jamais caché son admiration pour la politique environnementale de son homologue parisien. Paris a l'un des meilleurs réseaux de transport au monde. Aujourd'hui, sur la ligne 12 du métro, une entreprise française a une participation très importante. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez et que vous échangez des idées? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié, j'en sais rien. Mais tous ces efforts paient-ils vraiment alors que la population de la ville n'a jamais cessé de croître? Ce sont ces antennes qui ont la réponse. 34 stations de mesure comme celle-ci font discrètement leur travail en recueillant des données sur la qualité de l'air. Ces informations arrivent ici, dans ce grand centre où l'on scrute l'atmosphère depuis plus de 20 ans. Ces stations mesurent les polluants urbains comme le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et bien sûr l'ozone.
Voici une radiographie de l'ozone dans la capitale de 1986 à aujourd'hui. En violet, les jours où l'air est le plus toxique. En jaune et vert, les jours où la qualité de l'air est satisfaisante. Ces dernières années, on voit bien qu'il n'y a presque plus de points violets. Cependant, environ la moitié des jours sont encore au-delà des normes de protection de la santé des personnes. Les efforts portent leurs fruits, mais la fièvre atmosphérique a depuis longtemps atteint la ville. Il fait 4 degrés de plus qu'il y a un siècle dans la vallée de Mexico. Alors, on vient de le voir dans ce reportage, Laurence, des avancées au Mexique. Mexico qui est un peu devenu finalement le leader sur le fond de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, et d'ailleurs, le maire de Mexico, Marcelo Ebrard, va avoir un important rôle à jouer au sommet sur le réchauffement climatique qui s'ouvre ce lundi à Cancun. En fait, il va apporter une série de propositions rédigées par les maires de plus de 135 grandes villes du monde. Des dirigeants qui se sont réunis il y a une semaine à Mexico, justement. Parmi eux, il y avait Bertrand Delanoë, on l'a vu, donc le maire de Paris, mais aussi les maires de villes comme Los Angeles, Johannesburg ou encore Buenos Aires. Alors, on ne connaît pas encore pour l'instant le contenu de ces propositions qui vont être rendues publiques ici à Cancun, mais on sait déjà que va être créé, par exemple, le premier registre international des initiatives durables des grandes villes, afin de rendre leurs actions transparentes et aussi de créer un réseau d'échange des idées pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors que la plupart des négociateurs présents à Cancun abordent ce sommet avec un grand pessimisme, ces propositions justement pourraient représenter une note d'espoir concrète dans l'avancée des pourparlers sur un accord global pour réduire les émissions de carbone. Merci Laurence. Alors Serge Aurieux, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pour vous le sommet de Copenhague n'est pas un échec. On vient de voir ici un exemple d'avancée. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis Copenhague ? Les pays se sont engagés à indiquer leur diminution de gaz à effet de serre. C'est très complexe de négocier à 194, mais négocier sur le climat, c'est encore plus complexe. Donc, mais concrètement, qu'est-ce qui a avancé ? Nous émettons aujourd'hui 48 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, de CO2. Voilà. Pour éviter l'élévation de température de plus de 2 degrés en 2050, il faut que d'ici 2020, nous puissions produire 44 milliards de tonnes de CO2 seulement. Donc, ce n'est pas la mer à boire. Il nous faut décarboner notre économie. Si à Copenhague et si à Cancun, les résultats de la réglementation internationale n'arrivent pas, il faut que nous, dans les territoires, dans les régions, dans nos familles, dans nos entreprises, nous puissions aider à décarboner notre économie. Nous devons à la fois varier les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Ça, c'est le début d'une révolution énergétique que nous devons lancer. Est-ce qu'on peut s'attendre à un accord à l'issue de ce sommet ? Là, aujourd'hui, on semble être un accord chiffré, modeste. On dit ce sont les petits pas. Mais justement, Nagoya devait être un échec, ce sommet international sur la biodiversité, et il fut un succès. Alors, restons humbles dans nos comportements et extrêmement ambitieux, justement, parce que l'objectif, c'est de transmettre à nos enfants une planète vivante. Ne l'oublions pas. On l'a bien compris, l'humilité, c'est peut-être le mot d'ordre de ce sommet. Merci Serge Aurieux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce Focus du jour. Restez avec nous sur France 24. D'autres infos à suivre tout de suite.